Bangkok Nung Khai est la ligne de train régulière pour rejoindre la frontière du Laos depuis Bangkok. Nous sommes partis au Laos sans idée précise du film que nous allons réaliser, décidés à nous laisser porter par nos rencontres. Nous choisissons ce mode de transport authentique, bien que légèrement suranné. Il suffit d'une nuit de voyage dans un wagon couchette exclusivement réservé aux femmes et aux enfants pour arriver à Vientiane, la capitale où nous rejoignons nos amis laotiens. La ville se réveille à peine, pourtant le marché est déjà en mouvement. Les habitants de Vientiane s'y rendent autant le matin que le soir. Ils s'y approvisionnent de la nourriture, mais pas seulement, c'est aussi le cœur du quartier. Vientiane est une capitale tranquille. Elle fait figure d'une certaine quiétude face à ses voisines d'Asie, comme Bangkok et Phnom Penh. Il y règne une atmosphère zen et spirituelle. Les habitants se prélassent sur les bords du Mekong, affichent leur joie de vivre, se rendent au temple éparpillés dans la ville. Voici Siriporn, laotienne expatriée, rapatriée. Aujourd'hui, elle est légalement chez elle, dans son pays d'origine. Pourtant, elle garde une certaine distance à l'égard des traditions. Elle et ses parents ont vécu en région parisienne. Après un passage par la Martinique, elle décide avec son mari laotien et ses enfants de revenir à Vientiane. Je vais pas très local. Ah bon, tu fais pas du tout local. Pas très locale, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle m'explique qu'elle et son mari sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Des phalangues en là-haut. Siriporn et Aria ont la nationalité française malgré qu'ils soient nés au Laos. Tout comme leurs parents, ils n'ont pas la double nationalité. Ils sont juste les représentants de la communauté franco-lao. Nous cherchons à comprendre. C'est en 1954, avec les accords de Genève, que le royaume du Laos acquiert son indépendance, mettant un terme définitif à l'Indochine française. En 1975, les communistes s'emparent du pouvoir et le pays prend alors le nom de République démocratique populaire. Entre 1975 et 1988, 400 000 personnes choisissent l'exil. Siriporn et Aria font partie de cette génération. Depuis, le positionnement du gouvernement a changé. Sa volonté d'ouverture sur le monde, symbolisée par le pont de l'amitié lao-thaïlandaise, le laisse clairement entrevoir. Le pays adopte alors une vision plus libérale et ouvre de nouveau ses portes aux enfants du pays. Accompagnés de Siriporn, nous décidons d'aller à la rencontre des Franco-Lao qui sont revenus investir, entreprendre et créer dans leur pays d'origine. Viviane et son mari ont choisi le vieux Vientiane. Ils sont propriétaires de Couleurs d'Asie, un concept store-restaurant. Ils sont arrivés au Laos il y a une vingtaine d'années avec comme bagage leur métissage. Son mari est laotien, elle est née au Vietnam. Sa mère, de Pondichéry, son père, indonésien.
Dans leur autre vie, ils ont vécu 18 ans à Aix-en-Provence. C'est devenu un concept store depuis 1 an et demi où j'associe mon potentiel qui est la création dans le domaine de la mode parce que c'est mon principal métier et la cuisine parce que mon mari aime faire la cuisine et on s'est dit pourquoi ne pas mettre ensemble nos 2 potentiels. On peut trouver donc des vêtements déjà, tout ce qui est accessoires maison, ça peut être des lampes que je crée. C'est une collection pour femmes essentiellement, sur des tissus que je trouve ici. Ça peut être du coton jusqu'à de la soie, comme du lin. C'est parfois des produits d'importation aussi. J'essaye de rester le plus local possible, dans les matériaux et dans le savoir-faire, voilà. Puisque j'ai mon atelier à l'étage. Et donc j'aime bien cette équipe de femmes laotiennes qui travaillent pour moi. On essaie de faire un top à col bénitier. Je n'ai pas trop d'expérience dessus, mais on va essayer de trouver une solution. Donc 24. C'est de la recherche d'évolution, de créativité toujours, qui m'intéresse. J'aime bien donner une âme dans ce lieu. C'est un lieu que je veux serein, où les gens se sentent bien. Je ne veux pas en faire un magasin, mais un lieu où il y a de tout. De la détente à la culture, au régal des yeux, jusqu'à l'art de la table. Alors la cuisine aussi est métissée, tantôt provençale, tantôt orientale. Derrière cette terrasse du centre-ville se cache une machine infernale et un dompteur de graines de café vert. Avant de craquer pour le café, ce baroudeur photographe pose son sac à dos à Vientiane où il tombe amoureux de Pon Savane. Ensemble, ils créent le Trio Coffee. On a commencé à la maison. On a eu un petit torréfacteur, une petite machine à torréfier. On a reçu nos premiers sacs de grains verts. Moi j'étais avec le professeur. Après ce professeur est parti, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'on apprend. L'ambiance y est bohème, chaleureuse et artisanale. Le matin, pendant la torréfaction, un arôme tenace de café se dégage. L'après-midi, vous entendrez plutôt de la musique, mais si vous revenez le lendemain, ils vous diront qu'il n'y a plus de café à vendre, car ils ne veulent pas faire de stock. Ils proposent exclusivement du café frais et laotien qui provient du plateau des Bolovennes. Déjà, c'est un café qui a bonne réputation, mais qui est finalement assez méconnu dans le monde. Le café Lao peut être vraiment très bon, à condition de savoir le dompter, parce que c'est pas le café éthiopien. Le café éthiopien, c'est la Rolls-Royce. Au niveau torréfaction, vous le torréfiez clair, vous le torréfiez noir, il sera toujours très intéressant. Ce qui n'est pas vrai pour le café Lao. Il est difficile à comprendre, le café Lao. Mika prépare un café infusé pour lequel il faut de la patience et de l'attention. À 2 pas d'ici, toujours dans le vieux Vientiane, il y a la boutique de Vanida et de Jean-Baptiste. Ceux-là ont quitté Paris il y a 5 ans dans l'idée d'ouvrir un atelier de tissage pour finalement investir dans un tout autre domaine. Le projet a évolué et depuis qu'on est là, en fait, Jean-Baptiste a décoré les appartements qu'on a construits et les meubles ayant plu, on a décidé de commercialiser les meubles et d'ouvrir notre magasin. À 8 km d'ici, au bord du Mékong, se niche la maison familiale de Vanida et de Jean-Baptiste, où ils y puisent leur inspiration.
Alors on a créé une marque avec ma femme, parce qu'une marque qui englobe plusieurs choses, donc on s'appelle Birds Follow Spring. Ça vient d'une vieille chanson jamaïcaine. Et dedans ça regroupe donc les meubles, les bijoux que fait ma femme en or, et puis tout ce qu'on aime en fait. Donc il y a aussi une partie d'objets qu'on achète et revend, donc c'est une espèce de fourre-tout, on met dedans tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut partager. Ils créent chacun de leur côté des collections en forme simple et épurée. Jusqu'à présent, les meubles au Laos, comme beaucoup en Asie, étaient des meubles qui étaient très 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 lourds, et de par la densité du bois et de par les designs. Et donc j'ai voulu travailler sur un style plus vintage scandinave, quelque chose comme ça, en essayant d'adapter les techniques des menuisiers et de voir ce qu'on pouvait faire avec les bois locaux. J'ai essayé plusieurs artisans et j'ai eu après un coup de cœur avec une personne en particulier, mais c'était aussi un coup de cœur humain. Et après, on a fait des essais qui se sont avérés concluants. Ça, c'est plutôt un catalogue. Mais comme ici... Le couple tient à ce que cet endroit soit un lieu de partage et de transmission. Oui, ça me semble important d'avoir un spot comme le nôtre, qui est assez nouveau à Vientiane, pour des jeunes Lao qui n'ont pas la possibilité de voyager et qui du coup peuvent avoir un nouveau regard sur ce qui existe ailleurs. Laotiens du monde de Paris, d'Aix-en-Provence, de Montpellier, Normands ou Ardéchois, ils essaient tous de trouver leur place au Laos. Leur désir de prendre et de redonner est émouvant, leur optimisme rassurant et leur douceur de vivre convoitée. Ici, les entreprises sont souvent familiales. Siripon et Aria veulent nous présenter leur cousin Sinouk, celui qui a réussi. Une bonne partie de la famille travaille avec lui. Sa femme, sa fille, son gendre, son beau-frère, ses cousins. Il est arrivé il y a 23 ans avec la ferme intention de faire du business au Laos. Et ce que j'ai adopté comme affaire, c'est le café, le domaine du café. Et depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, je suis toujours resté dans le café. J'ai développé mon affaire de café à partir de rien, c'est-à-dire je ne connaissais rien au café, pas plus que n'importe qui connaît la tasse de café, jusqu'à maintenant. Sinon, c'est mon nom. Alors, c'est comme les Italiens, j'ai pris mon nom comme marque de café. Sinouk Café, c'est une dizaine de coffee shops entre Vientiane et Paxé. Franchise, showroom, un hôtel de charme au milieu de 35 hectares de plantations de café sur le plateau des Boloven. J'ai en tête la mission de servir la notoriété du café du Laos. Et la notoriété, elle est déjà basée forcément sur la qualité. Nous prenons de l'altitude en direction du plateau. Sur la route, des tapis de graines de café sèchent au soleil. Nous ne sommes plus très loin du resort de Sinouk. J'aime le jardin, j'aime les fleurs. Donc la plantation de café est transformée en jardin botanique progressif. C'est un plaisir de créer, de toucher à la matière, de toucher aux couleurs. C'est un plaisir. Voilà.
le café. D'accord. On le plante dans un pot, l'arabica, et puis on attend ça pousse. Goûter à la peau. Philippe est le maître des lieux. À travers lui résonne la voix de Sinouk. Entre les plantations ombragées à l'ancienne et les autres plus modernes, mieux alignées, des femmes et des hommes travaillent. Plus loin, des habitations pour les familles, des enfants qui jouent. Ça, c'est du café prêt à être torréfié. D'accord. Donc là, il sèche et après, on passe pour enlever la pelure. Là, regarde. Nous comprenons toute l'ampleur du travail de Sinouk. Il plante, torréfie et commercialise le café vert en faisant vivre ses compatriotes. Sous ses airs de businessman se cache quelqu'un de sensible. Il est clair qu'il souhaite le bonheur de son pays. Il a réussi son retour au pays et il en est fier. Pour le Laos, je suis le premier. J'aime bien être pionnier. Je crée. Je suis la personne qui montre. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, malheureusement, c'est que le pays est petit, donc la consommation n'est pas très forte. Mais heureusement aussi, c'est dans un environnement plus réduit qu'on a une résonance plus forte de ce qu'on fait. Sinouk est une personnalité au Laos. Le premier café qu'il a ouvert est à Paksé, dans la maison qui appartenait jadis à sa famille. Le style est volontairement parisien, la région de son enfance, symbole de sa mixité. Paksé est une ville de passage pour les touristes. Elle est l'escale d'une nuit avant de se rendre dans les 4000 îles, sur le Mékong au sud du Laos, à quelques brasses de la frontière cambodgienne. Les 4000 îles, c'est vraiment un endroit qui est assez spécial dans le sens où il y a un archipel au sein d'un fleuve, c'est quand même assez peu fréquent. Et c'est vraiment une entité propre au sud du Laos. Vraiment, tout ce qui est lié au Mékong, à la pêche, au mode de vie sur une île, qui diffère beaucoup de la vie sur le continent, je dirais. Il y a 9 ans, Stéphane est venu au Laos pour un stage de fin d'études et n'est jamais reparti. Sa mission quotidienne, développer le tourisme dans cette région pour le compte d'une ONG. Ce site naturel est à préserver coûte que coûte. C'est-à-dire créer des activités en plus de ce qui existe déjà et en faire des activités intéressantes pour les touristes qui aiment en apprendre plus sur la culture du pays qu'ils visitent. L'ONG apporte un soutien financier et technique à des petites entreprises liées au tourisme, aux agences locales, aux guides et aux artisans. Donc on a essayé de mettre en place un circuit dans les 4000 îles où on visite une île qui n'est pas touristique actuellement et où les habitants produisent des paniers de riz gluants. Donc il y a un rythme de vie beaucoup plus lent, une vie beaucoup plus simple. Ça plaît beaucoup aux touristes aussi parce que justement c'est vraiment un endroit parfait pour se relaxer, pour se détendre et en même temps pouvoir apprendre un peu plus sur la vie des gens. Du coup, on essaie de créer une interactivité entre le touriste et les communautés locales, qui puissent apprendre ensemble, donc que la personne locale puisse enseigner aux touristes comment on fabrique, et que chacun puisse poser des questions entre elles. Non, en fait, là c'est une partie.
C'est une partie, en fait, il va être replié en deux. Voilà. Donc, et du coup, tu vois même plus là où est l'extension. Ouais, c'est ça qui est. Et ensuite, tu vois, par où tu commences? Comment j'ai peur. Admiratif de leur savoir-faire ancestral, Stéphane porte un véritable engouement pour ce village et ses habitants. Puisant ses ressources du Mékong, l'Obadi dispose d'une terre fertile. Graines, pousses, fleurs, plantes, notre capitaine connaît toutes les herbes aromatiques de son verger. Donc ça, c'est du bétel, tu dis. Ça, c'est la feuille de bétel. Voilà. Donc, c'est la même famille que le poivrier, c'est une forme grimpante. Le bétel lui rappelle son arrière-grand-mère qui pratiquait la chique. Ce geste exclusivement réservé aux femmes a l'avantage de préserver des caries, mais noircit affreusement les dents. Notre hôte nous fait goûter une recette authentique de chic à base de bois, de mandarek, enroulé dans une feuille de bétel, imprégnée de chaux. Là, c'est de la chaux. Ah, ça y est, c'est prêt? C'est prêt. C'est prêt, bon. Montre-moi, attends, montre-moi devant. Et ensuite, on quitte l'île pour apprendre à pêcher. Donc, c'est une île déserte où là, un pêcheur local enseigne la technique de l'épervier, donc lancer un filet de pêche dans l'eau. Donc, c'est plus axé sur la technique plutôt que sur la pêche elle-même. Donc, on ne cherche pas à ce que le touriste puisse avoir un poisson, mais c'est vraiment pour qu'il ait le bon mouvement, pour qu'il voit la difficulté du mouvement et qu'il puisse vraiment pratiquer. Et souvent ça marche bien parce que ça crée pas mal de liens avec le pêcheur. Souvent les touristes ils rigolent bien. Et il faut que tu lâches ta main droite là. Ouais. Comment ça? En lançant tu lâches tout. Quoi. Dans le cadre de ce projet, je pense qu'un de mes atouts, c'est justement cette double culture qui fait que je suis un bon intermédiaire entre le touriste et les personnes locales et ce que les personnes locales peuvent proposer. C'est un gros travail, c'est pas évident tous les jours parce que c'est dur de faire allier deux cultures et que chaque culture puisse bénéficier de cet échange. Mais c'est un travail passionnant. Tu m'as fait peur. Ça va, Adi? Bye bye. Notre aventure se termine ici. Ces personnes rencontrées au fil de notre voyage nous ont beaucoup émus. Leur volonté de s'intégrer coûte que coûte, leur désir de s'investir dans une culture dont ils ont été éloignés pour la reconquérir à leur façon, apparaît comme un miroir de notre société, moderne, mobile et métissée.
on adore ça en fait. On est complètement captivé. Le lame. Bougez pas. Faites comme une photo. Chicken pot thai, chicken pot thai, Combien de salades? P-A-D-T-H-A-I, C-H-I-C-K-E-N, chicken pot thai, chicken pot thai. Hey man, shake it, leg it up. Hey, my name's Gundali. Please let me introduce a real Thai food that's too good to be refused. The good news that